Merci d'être et de participer aujourd'hui à ce webinaire sur un comparatif des différentes solutions qui s'offrent à vous pour recruter. Je m'appelle Sébastien No, je suis le cofondateur de Me and My Boss. Me and My Boss, c'est un réseau de recruteurs entrepreneurs qui utilise un concept assez original qui consiste à mettre en relation justement des candidats et des entreprises en rapport avec leur ADN via un système de découverte mutuelle. Je vous montrerai ça rapidement. On a une dizaine d'entrepreneurs puisqu'on a franchisé notre concept. On recrute aujourd'hui des franchisés qui représentent Me and My Boss sur différentes villes en France. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai un parcours de DRH, un cabinet de recrutement assez traditionnel qui s'appelait le cabinet Osvan à l'époque. Et en 2013, voilà, j'ai cofondé et développé Me and My Boss sur la France. Et je me connecte aujourd'hui de Rennes. Cet après-midi, je serai sur le centre de la franchise à Porte de Versailles à Paris. Voilà. Vous avez un espace de discussion et questions-réponses. Forcément, il y a un moment où on va pouvoir échanger. Si je peux répondre à la question très rapidement, je me le ferai un plaisir. Il y aura un replay aussi de ce webinaire. Je vais débuter ça très rapidement. Allez, c'est parti. 30 à 45 minutes ensemble et un temps de questions. Hop là, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, en introduction, plutôt que vous faire un tableau basique des différentes solutions de recrutement entre les offres d'emploi ou des choses comme ci ou comme ça, je vais le faire sous forme d'histoire, c'est-à-dire sous forme d'histoire de la création d'une entreprise jusqu'à son développement en termes de grands groupes. Comme ça, vous pourrez voir à chaque étape, en fait, quelles sont les solutions qui sont à votre disposition en termes de tarifs, en termes de budget et en termes d'innovation. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a développé Me and My Boss parce qu'on a fait des constats aussi sur des entreprises qui souhaitaient être accompagnées par des recruteurs. Et donc, ça nous permet d'avoir un large panel et une vision assez large des solutions de recrutement. Vous allez rapidement voir que je suis un passionné par le recrutement, tout simplement, par énormément de choses sur le sujet. Et donc, j'ai choisi un homme et une femme. Forcément, on est dans les RH. Marc et Sophie, petit clin d'œil à la série, pour ceux qui connaissent. À notre bureau, ici, notre siège, Océane et Marine ne connaissaient pas. Mais voilà. Donc, Marc et Sophie ont créé une entreprise et tout simplement, au cours de la création d'entreprise, ce qu'on perçoit très facilement, c'est que sur les premières années de création, oui, années 80, merci Jérôme, sur les premières années de création, Marc et Sophie ont tendance à recruter des personnes qu'elles connaissent. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit jusqu'à 10, c'est une moyenne bien entendu, ça peut aller à 5, ça peut aller à 15, mais Marc, par exemple, qui est ingénieur chez Balise Argos, a fait venir ses petits copains en R&D. Il les a appelés, il est toujours en contact avec eux, il leur a dit oui, on est en train de développer une entreprise, la croissance arrive, j'ai besoin de recruter, et comme on se connaît, est-ce que tu ne viendrais pas rejoindre l'aventure? Donc, au démarrage, on constate quand même que c'est assez simple puisqu'on fait appel à ses connaissances. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est dès l'instant où on dépasse les 10 salariés et on doit recruter une personne que l'on ne connaît pas. C'est là que je dis que ça devient intéressant, même en termes de développement personnel, en tant que dirigeant, en tant que RH. Et donc, quels sont nos premiers réflexes? Eh bien, on a à sa disposition le Pôle emploi. Pôle emploi, on se tourne rapidement vers eux, à savoir que chez Pôle emploi, les satisfactions sont différentes, mais c'est surtout qu'on a des gens, Pôle emploi, qui font un travail énormissime et ils sont sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'ils doivent gérer à la fois des gens qui cherchent un job, et inversement des entreprises qui ont des besoins, à les mettre en relation, et ce n'est pas toujours évident pour être en relation avec des personnes chez Pôle emploi, ce n'est pas facile, mais souvent il y a une déception puisqu'on cherche à recruter et on commence à dire, il y a le stéréotype, la caricature de mais il y a 5 millions de chômeurs, attendez, comment ça se fait que je ne le trouve pas? On teste ensuite les annonces gratuites. C'est assez simple sur Google, je ne vais pas passer tous les sites d'annonces gratuites, mais on va en trouver assez facilement. On va même je recrute, merci de partager, et on va même jusqu'à mettre des banderoles devant ces bureaux. C'est un peu le sport national en France. Certains mettent même des banderoles pour montrer qu'ils sont en croissance. Mais n'empêche qu'en voiture, il suffit de passer sur les autoroutes, les nationales ou autres, pour voir un peu partout. J'ai mis des
des photos. Ici, on recrute, ici, on recrute, ici, on recrute. Malheureusement, les annonces gratuites, les posts sur les réseaux sociaux, sauf un coup de chance, on a tendance à être noyé dans la masse. Noyé dans la masse, et surtout en ce moment, il suffit de voir Pôle emploi qui explose le nombre de ces offres d'emploi. C'est un peu pour ceux qui font du Lean Startup, ce qu'on appelle l'océan rouge. Vous êtes noyé dans la masse et vous n'êtes pas mis en avant, et donc forcément, derrière, on n'a pas de candidats ou de profil. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, en tant que jeune entreprise, on a ce qu'on appelle le premier effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, ok, d'accord, je vais aller voir des sites Internet, des sites d'offres d'emploi payants, je vais payer mes annonces. Et on a le premier effet qui se coule, puisque quand on découvre le prix d'une offre d'emploi, la première fois, ça fait bizarre. C'est-à-dire que quand on crée son entreprise et qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, créer un emploi, et limite, on se dit, mais moi, je crée un emploi, limite, on devrait me remettre une médaille. Enfin, je crée un emploi, quoi. Et non, il faut que je paye en moyenne 600 €. Donc, ça va de 250 jusqu'à 1300, voire plus, sur des sites spécialisés. Et donc, quand la première fois, on découvre qu'il faut mettre 600 € dans une offre d'emploi, eh bien, on a tendance à tousser. Je souris, hein, je me moque pas, c'est simplement parce que je le constate des fois sur des soirées où je discute avec des chefs d'entreprise qui sont en croissance et qui commencent à acheter des annonces et qui disent c'est pas possible. Et donc, on vous donne un lien et en plus, c'est à vous d'écrire l'offre d'emploi, d'écrire le texte. Et forcément, on va sur tuto, Google, on a tendance à. Vous allez aussi pouvoir acheter des annonces sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn qui, en plus, avec la pandémie, est devenu incontournable. Mais là aussi, vous risquez peut-être un peu de tomber dans l'océan rouge, mais déjà, vous allez ressortir. Vous avez deux types de sites d'offres d'emploi. Les sites d'offres d'emploi généralistes, je ne veux pas citer les plus gros parce que j'ai aucune action chez eux et je ne veux pas vous influencer, mais si vous voulez que je vous donne des noms après, il y a quelques leaders forcément sur la France. Et vous avez les sites dits agrégateurs, ceux qui aspirent les offres d'emploi. Si je vais vous citer, le plus connu, c'est Indeed qui va aspirer, mais il y a aussi Google Emploi qui aspire et maintenant qui vous propose des balises gratuitement à mettre sur votre site Internet, ce qui fait que ça aspire votre offre d'emploi. Sur Indeed, si vous voulez que forcément votre offre soit mise en première page, eh bien, il va falloir la sponsoriser. C'est le terme, mettre de l'argent dessus pour que votre annonce pendant quelques jours soit en haut de la pile et qu'un candidat qui vienne cliquer dessus. Sur les annonces payantes, si je vais citer quelques Hello Work, anciennement Région Job, parce qu'ils sont bretons aussi, on est un peu. Mais vous pouvez avoir Aden Classified avec Cadre Emploi, vous pouvez. J'en cite deux, mais il y en a plein d'autres. Avec des CV Tech, c'est-à-dire qu'ils cumulent ou prennent des CV de candidats qui vous permettent d'aller chercher en direct des gens aussi là-dedans. Mais sachez qu'en termes de prix, ça va osciller suivant les sites. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule. C'est au départ, vous dites, voilà. Donc quand vous avez fait, vous dites, OK, je vais acheter des annonces, ça sera normalement beaucoup plus qualitatif. Vous allez recevoir des CV et vous allez faire vos premiers entretiens. Encore une fois, c'est caricatural, mais je reprends l'histoire de Marc et Sophie. Ils font des entretiens, ils passent des annonces, après ils trient. J'ai marqué, je trie comme je peux parce que simplement, aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas d'école à proprement parler. Enfin, il y a l'école du recrutement, mais ce n'est pas dans nos gènes d'être formés vraiment sur le tri des candidatures, sur comment on fait des entretiens. Donc, on a tendance à faire des entretiens au feeling. J'ai mis le mot feeling tout simplement parce que c'est le terme que j'entends souvent des chefs d'entreprise qui me disent « Non, mais moi, de toute façon, je ne suis pas bon parce que je recrute au feeling. » Et on finit par recruter une personne et je me trompe, hein, c'est 40% des cas à 6 mois. C'est du déclaratif, hein, ce que je vous dis sur les enquêtes qui ont été faites. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on crée, on développe une entreprise, c'est pour embaucher, c'est pas pour débaucher. C'est pas parce que humainement, peut-être que vous l'avez déjà vécu, c'est compliqué. Et financièrement, j'en parle pas parce que quand on se rend compte qu'au bout de 2-3 mois. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas ce savoir-faire de l'entretien de recrutement, entre autres. Et donc, on a acheté une annonce à 600 ou 800 €. On a passé des annonces sur LinkedIn pour 250 € en moyenne
ou pareil sur Facebook avec des clics, vous verrez que quand vous passez des offres d'emploi, par exemple sur LinkedIn, vous pouvez cibler une région, un département, des profils pour qu'on puisse leur adresser cette offre d'emploi. Encore une fois, on peut être déçu parce que, encore une fois, Océan Rouge, quand le candidat reçoit plein d'offres d'emploi, à moins d'avoir un titre percutant, de jouer avec les mots, vous allez passer un peu dans son panier. Donc, s'il est en recherche active, il va y faire attention. S'il est en veille, ça va être un peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes trompé, vous dites c'est pas possible, j'arriverai pas à recruter, j'en ai marre, ça m'a coûté de l'argent, et donc vous faites une soirée after work. Et toujours dans la réalité, Marc et Sophie discutent à droite et à gauche en disant ah non, on essaie de recruter un commercial, mais on n'y arrive pas. Et là, simplement, on va leur dire allez voir un professionnel, chacun son métier. Et autre solution de recrutement que sont les cabinets de recrutement. Quand je dis cabinet, ça peut être aussi les agences d'intérim qui aussi sont sur du CDI, c'est-à-dire depuis 2005, M. Borloo a fait voter une loi qui permet aux agences d'intérim de venir sur du recrutement de CDI, donc de faire ce travail de sélection de candidats pour les proposer aux entreprises. Je marque deuxième effet qui se coule parce que, pareil, quand on voit le prix d'un cabinet de recrutement, et je suis cabinet, j'avais un cabinet traditionnel auparavant, et tout simplement, le modèle économique, aujourd'hui, le tarif d'un cabinet, c'est un pourcentage du salaire brut annuel. Je m'explique pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous avez quelqu'un qui a une rémunération pour un poste de commercial et vous dites, je dis n'importe quoi, c'est 30 € annuels brut, eh bien, le cabinet va dire, ce profil-là, on va estimer que c'est 20% de la rémunération brute annuelle, donc 20% de 30 000, ça fait 6 000. Ou au forfait, tout à fait, Jérôme, ça dépend, mais je reste dans le généralisme, puisque ce pourcentage, si, imaginons, on a un directeur administratif et financier en province à 60 kg, je dis en province parce qu'à Paris, le salaire est un peu plus haut, et qu'on va dire, ah bah, c'est 25%, tout de suite, on dépasse les 10 000 € le recrutement. Donc, imaginez quelqu'un qui est en soirée à acheter une annonce déjà à 800 € et se dire, limite, il faut que je paye pour faire savoir que je recrute. Et puis là, s'adresse à un cabinet et voit ses tarifs, ça crée une problématique de TPE, PME qui ont besoin de recruter et qui ne peuvent pas se faire accompagner parce que. Donc, certains cabinets on nous reprochait en tant que cabinet de recrutement une opacité avec ces pourcentages, d'où ce que la remarque que faisait Jérôme de parler de forfait. Et entièrement, Jérôme, c'était les slides d'après, c'est qu'à un moment donné, quand on fait le calcul de ce que coûte un cabinet et du prix, enfin, c'est surtout quand on voit son expert comptable à la fin de l'année qui vous montre combien ça vous a coûté de rater un recrutement, eh bien, à la fin, on se dit tout simplement que j'aurais dû passer par un expert en recrutement. Donc, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est « Ah bon ?» Et là, on se rend compte de cette solution-là. Donc, des prestataires, vous en avez. Le tout, c'est de bien choisir son cabinet de recrutement, son recruteur. C'est celui qui va s'intéresser réellement à votre ADN, à l'entreprise, qui ne va pas vous proposer du CV après CV en disant « celui-là, je pense qu'il veut vous correspondre ». Et puis, un peu comme on fait tourner la roue de la chance, le chef d'entreprise ou le RH va dire « Ah ben non, ce profil-là, je ne pense pas, ça ne va pas coller. Ah ben attendez, j'en ai un deuxième. Ah ben attendez, j'en ai un troisième. » Non, c'est quelqu'un qui va venir s'imprégner de votre ADN et qui va travailler sur le long terme avec vous. C'est ce qui fonctionne le mieux en termes d'externalisation de recrutement. Donc ça, généralement, le conseil que j'ai à vous donner, c'est différentes solutions de recrutement. Au départ, vous essayez de gérer vous-même. À un moment donné, ça c'est limite, sauf si vous vous formez à l'entretien de recrutement, à l'analyse de candidats, et derrière, vous vous adressez à un professionnel. Arrivé à un certain nombre de salariés, vous n'avez plus le temps, tout simplement, et vous allez commencer. J'ai mis arriver à 100 salariés, ça peut être 50. C'est simplement pour vous donner un certain niveau. Quand on arrive à aller à 100 salariés, on va se munir ce qu'on appelle d'un ATS. Pour ceux qui ne connaissent pas, le terme anglais, c'est Applicant Tracking System, un anglais déplorable, mais c'est un logiciel, un outil de gestion des recrutements. Puisque arrivé à un moment donné, cette fameuse phrase qui est de dire « j'en ai marre de recommencer à zéro à chaque fois, donc j'aimerais bien me créer ma propre CV Tech », c'est-à-dire avoir mes propres CV, et un outil qui ne m'oblige pas à aller sur tel site ou tel site pour passer des offres d'emploi,
Et donc, vous avez ces ATS, il y en a pléthore aujourd'hui sur le marché, avec des prix sur je vous ai mis sur un ATS basique entre 50 et 100 euros par mois, 100 à 300 sur un ATS un peu plus complet, et si sur du premium, donc avec énormément d'options, on est plus à 300 euros par mois, et c'est pour vous donner un ordre d'idée. Viennent se rajouter dessus, forcément, si vous passez des offres d'emploi sur des sites payants, eh bien, tout simplement, il va falloir cet outil généralement connecté. On remplit l'annonce une fois, on appuie sur un bouton et ça multidiffuse. On peut généralement communiquer avec ses équipes sur un même outil qui permet de faire des commentaires. On va mettre des critères de sélection, de présélection, à la fois en termes de savoir-faire et de savoir-être, c'est-à-dire en termes de personnalité. Quelles sont les solutions à ce moment-là? Donc, vous allez vous adresser aux différents sites d'offres d'emploi pour acheter ce qu'on appelle des packs d'annonces. Soit vous faites tout simplement, j'achète 10 annonces là, c'est suivant vos recrutements et vous allez négocier un peu comme sous forme d'appel d'offres avec différents sites qui vont vous proposer en fait des performances suivant les postes que vous allez devoir faire. Vous allez pouvoir faire aussi ce qu'on appelle de la publicité programmatique. Alors, je fais une petite parenthèse. C'est quoi? Vous avez des sociétés comme, je vais citer Golden Bees, par exemple, que j'aime bien, qui vont vous proposer sous forme de bannière publicitaire. L'idée, c'est de dire, on va aller chercher les candidats là où ils surfent sur le web. C'est-à-dire, je ne sais pas, quelqu'un dans l'imprimante 3D, ben, sur tous les sites d'imprimante 3D, je vais aller diffuser une bannière comme quoi on cherche des ingénieurs sur ces sites-là. La publicité programmatique commence à devenir intéressante dès l'instant où on a un budget supérieur à 3 000 euros par mois. Donc, je vous donne encore une indication, ce n'est pas anodin, c'est dès l'instant où on commence à recruter de la masse. Ensuite, on va aller acheter des espaces sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous, on va détourner la publicité des réseaux sociaux pour injecter ça dans le fil d'actualité des profils que l'on va viser. Il faut coûter des budgets de 500 euros par poste si c'est très qualitatif. Sinon, on va monter facilement jusqu'à 1005. Mais ça veut dire qu'on veut sortir de l'océan rouge des offres d'emploi pour aller se montrer directement juste à certains profils et on va payer au clic. Donc, c'est aller acheter des espaces sur les réseaux sociaux. On peut aussi aller acheter un site carrière sur LinkedIn. Là, je ne veux pas donner de prix parce que je me suis aperçu que les prix varient suivant la taille de l'entreprise, mais c'est des montants assez forts. C'est des investissements qui ne sont pas négligeables. Sinon, autre solution, vous allez pouvoir créer des événements. Les ESN sont friands de ce type d'événements, c'est-à-dire que soit vous allez donner rendez-vous, certains ils font des soirées poker, d'autres des soirées dans des pubs pour faire des échanges tout simplement entre les managers de l'entreprise et des potentiels candidats. Ces événements-là sont, je prends Sixte par exemple, qui fait chaque année, voilà, avec la pandémie, ils l'ont pas fait depuis 2 ans, mais un genre de mini salon de l'emploi où ils font venir carrément un barbier, des traiteurs, des animations, où les candidats peuvent venir et rencontrer les managers de l'entreprise. Donc, plus on est innovant, pareil, ça demande des budgets, ça demande des investissements, de la créativité, du brainstorm peut-être, mais à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Vous avez les speed jobs, tout simplement pour rencontrer aussi de manière très, très rapide des candidats. Et on sait être sur les salons aussi, ce sont des investissements, et ça permet de rencontrer du monde, même si d'un point de vue personnel, je pense que être sur les salons, c'est plus un travail de marque employeur sur le long terme parce que je déteste voir des queues de personnes, de candidats qui attendent devant un salon et on a un contact de quelques minutes avec quelqu'un qui va juste laisser un CV. Et je pense qu'il y a des axes d'amélioration colossal sur ce type d'événement. Pack d'annonces, publicité programmatique, espace sur les réseaux sociaux, créer des événements. On va se munir aussi d'outils pour trier les candidatures. Aujourd'hui, vous avez tout simplement vouloir gagner du temps sur les candidatures et vous allez trier. Donc, il y a par exemple les algorithmes aujourd'hui qui vont trier sur des mots-clés les CV réceptionnés. Je vais être super clair là-dessus. Je ne suis pas pour parce qu'on s'aperçoit qu'on passe à côté de certains profils qui n'ont pas su mettre les mots-clés dans leur CV. Et je trouve ça très dommage parce que je suis plutôt pour mettre l'algorithme, on va dire l'intelligence artificielle, à ne pas confondre, mais l'intelligence artificielle au service du recruteur et pas remplacer le recruteur puisqu'on va passer à côté de certains profils.
Vidéo contre humain, vous allez voir différentes solutions de start-up qui proposent par exemple des entretiens en vidéo différés, mais pas que, pour permettre de trier les candidatures. Les sites d'offres d'emploi, qui sont nos partenaires, leur objectif, c'est, comment dire, et depuis des années, ils demandent aux candidats, ils nous disent de faire postuler les candidats en un clic. Pareil, ma posture est de dire l'inverse. Quelqu'un qui cherche vraiment à changer d'emploi, quelqu'un qui se dit qu'il est prêt à franchir le pas, s'il n'est pas prêt à faire plus qu'un effort qu'un simple clic, eh bien, tout simplement, c'est qu'il ne cherche pas vraiment. Inversement, quelqu'un qui postule en un clic, je le vois au quotidien en discutant avec plein d'entreprises, que ce soit des grands groupes, des PME ou des TPE, ils en ont ras-le-bol de recevoir des candidats où ils laissent des messages. Les candidats ne rappellent pas, puisqu'ils ont vu la photo qui était sympa, ils ont cliqué, ils ont envoyé le CV. Et derrière, même sur, par exemple, dans le domaine de l'assurance, certains me disaient, ce sont des postes en home office, c'est marqué dans l'annonce. Et quand j'ai le candidat, déjà, il me dit, attendez, rappelez-moi, parce que forcément, oui, j'ai postulé, j'ai cliqué en un clic un peu partout. Et, c'est en home office, j'avais pas vu ça, donc ça m'intéresse pas, non. Et pourtant, c'est marqué en gros dans l'annonce. Et donc, les chargés de recrutement s'arrachent les cheveux, sans parler de gens qui, après, ne viennent plus en entretien. On a tendance à faire passer ça sur le manque d'éducation d'une nouvelle génération, mais c'est surtout sur le mode pour postuler en un clic. Donc, on n'hésite pas à proposer quelque chose pour que le candidat puisse montrer sa motivation tout en et en même temps, est-ce que l'entreprise montre sa bienveillance et son envie de capter de nouvelles personnes. Petit parenthèse sur le tri des candidatures, si vous n'avez pas de budget, de manière assez simple, avec un tableau Excel, je vous montre une petite astuce qui consiste dans un tableau, tout simplement, à mettre d'un côté, en jaune, les candidats, les différents critères essentiels sur savoir-faire, savoir-être, c'est-à-dire la personnalité par rapport aux équipes, par rapport aux personnes avec qui il va être en contact. Et vous allez mettre dans chaque case un 1 ou un 0. 1 si il possède ce critère, 0 c'est évident que non, et AB à vérifier. Je vous montre ça rapidement, puisque par exemple, si vous recrutez quelqu'un qui va être sur l'assistant de direction, n'importe quoi. Donc, à partir de ce moment-là, il faut une maîtrise de l'informatique, il faut une maîtrise de l'accueil téléphonique, rédaction et les différentes expériences qu'elle a pu avoir ou qu'il a pu avoir, demander une gestion du stress, un parti commercial. Vous allez mettre du 1, 0, 0, 1 et à la fin, vous allez avoir un total. Et ce total va vous faire ressortir des candidatures assez rapidement. Voilà, ça c'est juste une petite aparté pour vous montrer que sur le tri de candidature, on peut, avec un simple tableau Excel, être assez performant et assez fin sur justement sa présélection et ne pas le faire juste au feeling ou au regard du CV. Autre solution, toujours dans les solutions de recrutement qui sont à votre disposition, je vais vous parler de HireVue parce qu'on va passer carrément à ce qui est en vogue aux États-Unis. Ce sont des entretiens en vidéo différés où c'est une intelligence artificielle qui vous fait passer un entretien de recrutement. C'est-à-dire que, écoutez bien, ceux qui ne connaissent pas, vous allez avoir un robot en fait qui va analyser les traits de votre visage, la manière dont vous allez répondre aux questions et qui, à partir de là, va tout simplement vous dire si vous êtes fait ou pas pour le poste. Vous avez bien entendu, donc c'est une intelligence artificielle qui va juger de la présélection des candidatures. Et leur slogan est de dire qu'ils sont capables de gérer plus de 1000 entretiens à travers le monde à l'heure et que donc ils connaissent une performance assez forte. Ce que l'on constate, nous, en tant que recruteurs un peu partout, je vais parler surtout de la France, ou pays francophones, Belgique, Suisse, Québec, c'est que les candidats aujourd'hui ne sont pas forcément prêts à se filmer avec leur webcam. Ça peut être un frein, à moins d'être ultra, ultra, ultra attractif et de se dire, bon, là, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Sinon, ça reste quand même un frein. Et de l'autre côté, on a aussi des chargés de recrutement. Eh bien, c'est un temps assez chronophage de regarder toutes les vidéos, à un point que certaines PME ou grands groupes qui ont opté pour ces solutions d'entretien en vidéo me disent, Sébastien, nous, en fait, ces entretiens en vidéo différés, on les garde pour ceux qui vraiment ne répondent pas aux messages ou au dernier moment essayent de revenir dans le process de recrutement. On leur laisse une dernière chance, c'est de s'enregistrer là-dessus parce qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Oui, tout à fait, Jérôme. Démarche confidentielle. Se filmer, c'est pas facile. Mais au-delà de la démarche confidentielle, je vous assure,
parler à sa webcam, ce n'est pas forcément facile. Donc, ensuite, je vous passe les recherches de solutions qui sont à l'heure actuelle en train de se développer, puisqu'on voit que dans le domaine des startups, étant nous-mêmes, on est démarré en mode de startup, on voit toutes les solutions, que ce soit d'escape game, les solutions gamifiées en fait, dans les solutions de recrutement. Et je vais passer là-dessus puisque ça se développe dans tous les sens et chacun cherche. C'est comme si chacun cherchait une solution pour combler le fossé entre la relation entre le candidat et l'entreprise. Donc, HireVue, celui-ci, entretien vidéo différé, intelligence artificielle. Je vous parle rapidement de ce qu'on a fait nous. Petit auto-promo, on a créé un produit qui s'appelle Question to Job, question de job, qui consiste en fait à jouer à l'entreprise mystère. Je prends cet exemple-là, où en fait on va cacher l'identité de l'entreprise, on va jouer sur la curiosité humaine, on fait de la publicité, on injecte ça dans le fil d'actualité, et quand le candidat en fait va cliquer, il va rentrer dans une conversation. On lui propose de découvrir le poste à travers 5 questions et 5 indices. Il répond à une question, en échange de sa réponse, on lui donne un indice. Et au bout de 5 indices, tadam, on lui révèle le nom, l'identité de l'entreprise, et il nous dit s'il a envie d'y aller ou pas. Ce que je vous disais, postuler en un clic, là, la personne est obligée de s'investir un peu plus, elle découvre, et on voit… Alors, attendez, j'ai quelqu'un qui vient de lever la main. Je ne connaissais pas cette fonctionnalité. Hop, donc, n'hésitez pas à poser une question sur question et j'y répondrai après. Donc, simplement vous montrer qu'on peut créer une conversation asynchrone, puisque derrière, il faut un vrai humain, il ne faut pas un algorithme, il ne faut pas d'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'on a des recruteurs un peu partout. Mais je voulais juste partager ça avec vous par rapport au constat qu'on a fait. La vidéo, les gens ne se filmaient pas. Les vocaux, la nouvelle génération arrive, peut-être qu'on y arrivera. L'écrit rassure. Les questions, plus que des questions, en fait, c'est un parcours avec 5 thèmes qui sont abordés. Donc voilà. Quel intérêt de cacher le nom d'entreprise? Tout simplement pour éviter le précodage. Parce qu'on s'aperçoit que, je parlais d'assurance tout à l'heure, on a des candidats qui, quand ils voient le mot conseiller commercial assurance, ils ne postulent même pas parce qu'ils se disent « ouais, ça va être payé, je vais être payé avec avance sur com, je vais être pressé comme… » Alors que pas du tout. Ils se précodent sur la maison individuelle, sur l'assurance, sur la finance. Enfin, il y a plein de secteurs. Les concepteurs, vendeurs en cuisine se précodent aussi. Tandis que là, avec ce système-là, ils vont découvrir le poste. On va pouvoir aller dans le détail, leur montrer des photos des bureaux, des personnes, des personnalités. Et encore une fois, on va voir si les personnalités coïncident. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que forcément, vous l'avez compris, je suis passionné. Autre solution, quand vous commencez à dépasser les 100 salariés, vous pouvez commencer avant, c'est vous créer un site carrière. Un site carrière, c'est quoi? Un site qui représente votre entreprise. Donc, ce site-là peut être accessible à partir d'un ATS, donc l'outil de gestion de vos recrutements, qui propose sur les offres premium de créer votre propre site d'offres d'emploi à votre marque, avec des onglets pour vous présenter qui sommes-nous. Vous avez un des plus connus, c'est Welcome to the Jungle, par exemple, qui est très orienté startup, mais pas que, qui est assez intéressant, je trouve, en termes de communication. Après, maintenant, il y a beaucoup de monde dessus, mais vous en avez… d'autres. Sur Rennes, vous avez vous pouvez présenter votre entreprise, présenter vos offres d'emploi et ce site carrière va vous permettre surtout de vous créer, et j'aime pas ce mot-là, mais il est assez significatif, votre vivier, vos personnes, votre communauté qui va pouvoir, vous allez pouvoir animer, parce qu'on en est rendu là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut être capable de se créer une communauté pour tout simplement, au moment où on a besoin, arriver à échanger. Notre data, exactement, Jérôme. Hop, au-delà d'un site carrière, ça fait plus d'une demi-heure que je cause, donc on va pouvoir après passer aux échanges. La fameuse marque employeur. Marque employeur, je m'arrête dessus puisqu'on entend un peu tout sur la marque employeur. Quand je dis qu'on entend un peu tout, on a tendance à voir des sites internet d'entreprises qui se présentent, qui disent « moi je fais de la marque employeur » et qui vont raconter ou montrer des choses. Le stéréotype, la caricature, c'est le baby-foot, le billard, la table de ping-pong. Et quand on arrive dans l'entreprise, on n'a pas le droit de jouer au ping-pong et on n'a pas le droit de faire du baby-foot parce qu'on a l'impression qu'en mettant ça sur son site carrière,
eh bien, tout simplement, on va être un peu fun et attirer la nouvelle génération où des personnes vont se dire ouais, il y a un bien-être dans cette entreprise. Sauf que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je trouve que c'est de plus en plus fréquent. Vous avez des candidats aujourd'hui qui communiquent avec d'autres personnes, des salariés de l'entreprise où ils souhaitent postuler pour savoir si ce qu'ils voient sur le web est vrai dans la réalité. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on ne croit plus ce que l'on voit en termes de marketing sur l'entreprise. J'insiste bien là-dessus parce qu'il y a un vrai virage là-dessus. Donc, forcément, vous avez des sites où vous pouvez laisser vos avis sur l'entreprise, Glassdoor et d'autres sites où aujourd'hui, on a une génération qui n'hésite pas à dire n'allez surtout pas dans cette entreprise, les managers ne savent pas manager, c'est de la pression, c'est du négatif et ainsi de suite. Donc, pour ma génération, ça paraissait impensable. Aujourd'hui, on est dans une transparence de plus en plus forte où on a tendance à mélanger vie perso et vie pro. Les anglo-saxons sont déjà habitués à ça. Nous, en France, un peu moins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur la marque employeur, on va créer un site carrière et on va aller montrer à l'extérieur comment on est à l'intérieur. Vous me suivez? Et donc, pour faire ça, il va falloir communiquer sur sa raison d'être. Raison d'être, c'est le fameux why de Simon Sinek. Ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à aller voir ça sur un TEDx où il parle de le pourquoi je me lève chaque matin. Et dans une entreprise, qu'est-ce qui fait que Apple a plus de succès que Dell, ou qu'est-ce qui fait qu'on choisit en fait des ordinateurs Mac plutôt que Dell, tout simplement parce qu'on va adhérer au mode de pensée, à leur why, alors qu'on peut adhérer à Dell, mais pas pour la même chose. Et donc, dans l'entreprise, si vous n'avez pas travaillé votre why, eh bien, profitez, c'est un conseil, profitez d'un séminaire, par exemple, pour faire des ateliers, passer par des gens qui sont spécialisés dans le domaine pour faire émerger le why de vos équipes. C'est comme un arbre. Vous avez en fait différentes branches, chacun a son pourquoi. Pourquoi je travaille dans le recrutement. Nous, par exemple, c'est quand un candidat nous dit « j'ai trouvé ma place ». Ça, c'est une satisfaction. Ou un chef d'entreprise qui nous dit si j'avais regardé juste son CV, je ne serais jamais allé plus loin. C'est des satisfactions individuelles et on a un tronc commun. Notre why, par exemple, c'est oser recruter différemment pour offrir une chance à tous, autant côté entreprise que côté candidat. Ça a été travaillé, ça a émergé de notre quotidien. Une fois que vous avez fait votre why, vous allez pouvoir communiquer dessus. Et après, faire des vidéos. Faire des vidéos, mais encore une fois, pas marketer naturel. Plus on est naturel et plus on va montrer à l'extérieur comment on est à l'intérieur. Et n'hésitez pas ensuite à communiquer forcément sur vos séminaires, vos produits. C'est un travail de longue haleine, ça demande un certain budget. Je ne vais pas vous donner un prix là parce que ça dépend tout simplement du nombre de vidéos que vous pouvez faire, si vous avez un développeur en interne ou pas. Si vous le faites vous-même à la mano, c'est un ensemble de budgets, mais cette marque employeur va être essentielle pour attirer les gens qui viennent à vous. Et pour finir, une fois que vous avez créé votre communauté, eh bien, vous allez les animer via des newsletters tous les mois. Donc, c'est un gros travail de fond qui va vous permettre après de travailler votre communauté sur de la cooptation. Pourquoi pas? Vous avez des grands groupes qui nous demandent aussi, par exemple, à chaque fois que les personnes postulent, de répondre négativement aux personnes qui ne retiennent pas, mais de les appeler au téléphone pour leur dire merci d'avoir joué le jeu, vous êtes passé par un parcours en 5 étapes, vous avez découvert notre entreprise, vous avez voulu venir chez nous, malheureusement ça ne sera pas possible, mais on va le dire à la voix, tout simplement pour, encore une fois, travailler cette marque employeur et ce respect du candidat, parce que quand on est en recherche d'emploi, je vous assure, vous devez le savoir, c'est quand même un truc assez frustrant de se retrouver tout seul derrière son PC et de ne pas forcément avoir de réponse. Voilà, j'ai duré 35 minutes, j'ai dépassé un tout petit peu entre, je répète rapidement et on va échanger avec vous, entre le démarrage, les sites d'offres d'emploi gratuits, on commence rapidement à payer sur des budgets de 600 €, 800 €. On essaie de gérer ces recrutements tout seul, réseaux sociaux. On va faire de la publicité et on va s'adresser ensuite à un recruteur externalisé jusqu'à temps de dépasser un certain nombre de salariés qui va vous obliger à quelque part avoir un outil de gestion des recrutements qui va vous permettre de faire de la multidiffusion, être capable de trier sur des critères
des personnes, faire des entretiens, soit téléphone, soit en vidéo différée, de voir les gens en face à face, de sélectionner, de faire l'onboarding, encore un terme anglais, tout simplement l'embauche, le suivi post-embauche, avec un accueil candidat qu'il faut, avec un site carrière qui va vous permettre de recueillir des CV et de travailler votre marque employeur. Voilà, si vous avez des questions bien spécifiques, vous dites, tiens, et si je veux faire ça, comment puis-je faire? N'hésitez pas. Je suis à votre écoute ou vous souhaitez partager quelque chose. Hop. Donc, ce webinaire sera rediffusé en replay si vous le souhaitez. Vous pouvez, le temps que les questions se préparent, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Est-on accompagné par un recruteur si on utilise seulement Indeed? Très bonne question, oui, parce que alors je vais vous répondre déjà à Marine et puis après Marion. En fait, le Indeed, c'est vrai que je rencontre un chef d'entreprise qui confondait cabinet de recrutement et Indeed. Indeed, en fait, propose, je vais schématiser, une place de parking, en fait, où leur job, c'est, ils vous vendent une place de parking et ils doivent faire passer du monde dessus. Ils doivent faire passer du flux sur cette place de parking. À vous de rendre cette place de parking attractive via une annonce, un texte qui fasse vibrer les candidats que vous avez envie de capter. Donc, à aucun moment donné, il y a un recruteur derrière qui va vous dire, voilà, ils vont plus regarder leur performance au nombre de CV. Ils ne vont pas regarder si vous avez 30 CV, s'il y en a 2-3 qui correspondent. Ils vous parlent en nombre de CV. La publicité programmatique, en fait, c'est un coût par clic. C'est pour ça que c'est très aléatoire. J'ai suivi le développement de Golden Bees, par exemple, parce qu'on était tous les deux au Lab RH en mode startup et on se rencontrait sur des plateaux, des petits plateaux TV où on était interviewés. Et il me disait en fait que voilà, à partir en dessous de 3 000 € par mois, c'était compliqué tout simplement d'utiliser la publicité programmatique parce qu'en fait, c'est de la bannière publicitaire où on va venir cliquer dessus. Donc, le temps que la personne clique, puisse aller et déposer un CV ou un mail, eh bien, faut gérer une masse assez colossale. Et en ce moment, c'est un peu la guerre de la publicité programmatique. Il y a différents acteurs qui sont sur le sujet. Les recruteurs de Miamaïos prennent-ils 20% du SBA du candidat? 20% du SBA du candidat. Est-ce que vous pouvez du salaire brut annuel? Ok, ça y est, excusez-moi Audrey. Non, du tout. En fait, chez Miamaïos, on est orienté entreprise pour le moment, parce que notre grand chantier 2022, c'est justement s'ouvrir côté candidat, mais on fait les choses une par une. Non, c'est l'entreprise en fait qui nous mandate pour qu'on puisse trouver le candidat idéal. Donc, à partir de là, on va les interroger, les questionner pour créer ce parcours à leur place. On crée le parcours à leur place et nous, on est l'intermédiaire. C'est-à-dire que du coup, on va aller diffuser et puis on va faire des préconisations sur chaque candidature et on va veiller à ce que chaque candidat ait une réponse. Notre objectif dans l'année après, c'est parce qu'on a des candidats qui visent des expériences assez sympas et qui sont un peu frustrés parce qu'on n'a pas d'autres propositions derrière et on aimerait bien aller plus loin parce que si à un moment donné, on veut remettre de l'humain dans le process et combler ce fossé, on ne sera pas capable de le faire tout seul. Que pensez-vous des supports comme Indeed, Le Bon Coin Emploi pour recruter? En fait, ce que j'en pense, c'est que sur certains profils, ça peut fonctionner sur Le Bon Coin, par exemple, c'est tout ce qui est électricien, plombier, artisanat ou autre, ça peut fonctionner et je vois beaucoup de postes. Sur des postes un peu plus, j'allais utiliser le mot qualitatif, mais je ne veux pas que ça soit pris de manière négative, mais si vous allez chercher un directeur financier, un DRH, un RRH sur Le Bon Coin, forcément, il ne va pas y aller parce qu'il y aura une connotation qui ne sera pas forcément positive de la part de ces profils-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Indeed, il y a quelques années, les clients d'Indeed, c'était tous les sites d'offres d'emploi qui sont leaders aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire qu'Indeed alimentait tous ces sites-là. C'est-à-dire que quand on achetait une annonce, il y a une partie du prix qui allait chez Indeed pour envoyer un flux. Donc, Indeed apporte un flux,
Après, il faut un sacré tri, et donc ça peut être chronophage. Donc, si on lui colle un outil derrière, je trouve que Indeed est plutôt performant, mais ils ont tendance à avoir un peu en ce moment, ils ont Google Emploi qui est au-dessus de leur tête, même s'ils donnent beaucoup d'argent à Google. Si Google Emploi décide à un moment donné de passer devant, Indeed a des soucis à se faire. Ce n'est que mon opinion. Est-ce uniquement via LinkedIn, donc des postes plutôt rares, car nous avons une belle problématique de recrutement sur des postes en district, préparateur, chauffeur. Voilà. Sur les postes de chauffeur, en fait, on ne va pas être capable de répondre maintenant à ce type de recrutement. Préparateur, il faudrait qu'on voit, mais ce n'est pas que via LinkedIn. En fait, on est connecté à toutes les CV Tech. On va faire, vous avez deux types de candidats, ceux qui sont en recherche active. Donc là, on va aller diffuser des offres un peu, je disais des mots dans le sens, voilà, envie de découvrir un nouveau modèle une nouvelle méthode de recrutement, entreprise mystère, 5 questions, 5 indices, c'est vous qui choisissez. Et donc, sur ces sites d'offres d'emploi, on va aller un peu partout. On va aller capter des gens qui sont en recherche active. Normalement, tous les matins, ils se connectent et ils vont voir ça. Ensuite, vous avez des candidats qui sont en veille. LinkedIn, clairement, bizarrement, on change la photo du profil. C'est septembre, janvier, les 2 mois où on a passé après les vacances, où vos proches vous ont dit oh, « change de boulot, ton manager, c'est n'importe quoi, ou tu n'as pas le salaire qu'il faut ». Et donc, sur LinkedIn, on va aller faire de la publicité et on va récupérer les gens qui sont en veille. Et ensuite, troisième et dernier type de profil, les gens qui sont en poste, qui s'éclatent et qui ne regardent pas ailleurs. Et donc là, c'est assimilé à ce qu'on appelle de l'approche directe, de la chasse. Et donc, nous, on fait par étapes pour aller chercher. L'objectif, c'est d'avoir des candidats qui correspondent pour l'entreprise. Donc, on va être capable d'intervenir sur des postes, mais dès l'instant où les gens sont capables de s'asseoir et de jouer le jeu de répondre, là, ça va nous intéresser. Dès l'instant où sur des postes de plombier, électricien ou autre, il faut que ça soit en un clic, tac, 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 je discute, je privilégie la voix plutôt que l'écrit. Ça va être un peu plus compliqué. Est-ce que Miami Boss reste confrère des agences d'intérim et cabinets de recrutement où vous souhaitez développer des partenariats? Alors, pour être très, très honnête, au démarrage, en 2017, enfin, après 4-5 ans, je suis allé voir tous mes collègues cabinets de recrutement en disant « Ouais, on va réécrire l'histoire. Cadre emploi avait été créé par des cabinets de recrutement. Regardez, les candidats adorent, c'est transparent, tatati, tatata. » Et je me suis heurté à des égos assez forts. Et donc, on a décidé du coup en 2018 de se développer avec des entrepreneurs qui rejoignent. Mais figurez-vous qu'en ce moment, on a des cabinets de recrutement sur Lyon, sur Paris, qui travaillent avec nous et on est partenaires. Ils utilisent juste les questions de job. Et on trouve ça génial parce qu'encore une fois, notre objectif, raison d'être, c'est de combler ce fossé et de changer cette image qu'on peut avoir en tant que cabinet auprès des candidats. Donc, on peut en discuter sans aucun problème. Quelles seraient, selon vous, les solutions les plus adaptées pour faire face à de grosses vagues de recrutement, mais ponctuelles? 20 profils de type commerciaux par mois pendant 4 mois au sein d'un structure en plein développement, recrutement France entière. OK, là, c'est ce qu'on appelle du recrutement multicanal. Donc, je vous citais les 3 sources de candidats potentiels. En recherche active, en veille, où je m'éclate et je ne regarde pas ailleurs. 3 stratégies différentes. La première, c'est aller acheter, en fait, 3 fois 4 semaines, parce que généralement, une annonce, c'est 4 semaines de diffusion. Vous allez sur les principaux job boards, vous en allez 2-3. Vous faites demander des devis sur la multidiffusion France entière. Vous allez ensuite sur des sites de multidiffusion d'annonces sur des sites gratuits. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on voit partout en fait, vos offres, mais attention, il faut des offres qui soient avec des villes, pas marquées France entière. Sinon, la personne qui est à Reims ne se sentira pas concernée parce qu'elle verra France entière. Ça, c'est le premier. Ensuite, sur les réseaux sociaux, vous allez faire la même chose via du sponsoring. Je ne connais pas votre budget, mais sur des régions avec LinkedIn, par exemple, vous allez pouvoir cibler. Ensuite, vous allez jouer la carte de la cooptation par Facebook en disant si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, et vous allez cibler et pareil, payer au clic sur des budgets par lieu qui peuvent, ça peut aller de 200 à 250 € si vraiment on sert tout ça. Et le troisième et dernier, c'est de faire la liste de vos concurrents sur lesquels vous vous autorisez et vous mandatez quelqu'un d'externe, puisque derrière, on peut vous accuser de concurrence déloyale, pour aller approcher simplement sur un premier message ces personnes-là pour savoir si elles sont ouvertes à des opportunités. Là, il y a un savoir-faire, parce qu'on n'aborde pas les gens comme ça, mais c'est les 3 options qu'ils peuvent faire sur 4 mois. Donc, externalisation, sauf si vous avez les équipes en interne, mais on pourra discuter avec grand plaisir. Quel budget faut-il compter pour recruter en passant par Me & My Boss? Très simple. On a forfaitisé, Jérôme en parlait tout à l'heure, on a forfaitisé
ce n'est pas un secret, 3 types d'offres. Soit une offre captée, où on va uniquement proposer des candidats qui sont prêts à être appelés. Les mots sont importants. Donc, on va créer un parcours, aller chercher des candidats, vous les amener. Et puis après, c'est vous qui prenez la suite. On a un outil, en fait, comme un ATS, en fait, sur lequel on collabore ensemble, entreprise et nous, recruteurs. C'est un peu comme si vous avez votre recruteur dans votre poche. Cette première offre captée est à 2690, qui comprend tous les médias et tout le travail du recruteur. Un deuxième niveau, vous voulez des candidats qui sont prêts à être vus en entretien, on monte sur des budgets à 3690. Et enfin, sur une troisième, vous avez le temps de gérer rien du tout, c'est-à-dire qu'on va aller faire des tests de personnalité sur la vente, sur l'intelligence émotionnelle, les prises de référence, comme un cabinet, ce qu'on a toujours fait un peu plus traditionnel, mais via cet outil. Et là, c'est à partir de 5690, on a un forfait suivant la pénurie du profil. Voilà, on prend de la transparence, ce qu'on nous reprochait de ne pas être transparent en tant que cabinet. Merci Frédéric. Si vous devez partir, vous aurez mon mail, donc on pourra continuer. Quels sont les résultats de questions de job en moyenne? Bien, en fait, ça dépend des profils, mais on a tenu des statistiques. On ne va pas en avoir autant que des sites d'offres d'emploi. Par contre, ça va être très qualitatif et on a différentes étapes. Je pourrais vous faire une démonstration avec grand plaisir ou un de mes collègues, collaborateurs. Parce que c'est 5 étapes où on approche l'histoire mutuelle, c'est quoi votre histoire, c'est quoi l'histoire de l'entreprise, pour le storytelling, pour qu'on voit d'où on vient, qu'il y a une vraie aventure. Ensuite, c'est sur le poste. Ensuite, c'est les valeurs ajoutées de chacun. Ensuite, il y a une question insolite pour séduire le candidat, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de l'entreprise d'y jouer. Également, ça peut être demain, vous êtes un super-héros, quel serait votre super pouvoir? Et chacun y répond, comme le candidat se dit waouh, humilité, l'entreprise joue le même jeu que moi. Et ensuite, détection de la motivation. Donc, les résultats vont, par exemple, sur des postes d'assistant à la direction, on va avoir un problème de quantité. C'est-à-dire qu'on va avoir jusqu'à 50 personnes facilement, voire 100, 150. Le plus, c'était une directrice ou un directeur de communication. C'était Télé-Nantes à Nantes, où on avait plus de 300 personnes. Donc, on doit réduire tout ça. À l'inverse, sur des postes un peu plus pénuriques, sur des conducteurs de travaux, sur des directeurs commerciaux ultra spécialisés, des commerciaux VFA, on va avoir 4-5 profils. Mais encore une fois, on a une équipe de sourceurs, donc des gens ici, notre siège est à Rennes, en Bretagne, où on a des personnes, leur job toute la journée, c'est de faire en sorte qu'on alimente le pipe, pas trop le terme, mais en candidat pour qu'il y ait une réussite. On a fait plus d'une centaine de recrutements malgré la pandémie l'année dernière, parce qu'on est un jeune réseau. Il y a 10 recruteurs en franchise sur la France. On a eu un seul recrutement qui n'a pas abouti, c'était sur un poste d'automaticien. Voilà. Pareil, je suis très transparent avec vous. Merci encore pour ce webinaire, j'aurai plaisir de faire un. Très bien. Conseil pour les mailings de masse envoyés aux candidats. Oui, déjà, il faut que ce mailing commence par votre prénom. Il faut essayer de personnaliser au maximum. Et puis, si vous arrivez à disséquer vos candidats par catégorie, soit régional, soit savoir-faire, soit identité. Je sais que ça demande du travail, mais plus c'est personnalisé, plus ça fonctionne. On a fait la semaine dernière un séminaire avec tous nos franchisés. On a fait venir nos clients pour savoir comment encore améliorer. On a fait venir des candidats. Et le mot qui est ressorti sur les ateliers de la journée, c'était le mot personnalisation. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, si on arrive à segmenter vos candidats, là, c'est magnifique. Travaillez-vous sur des secteurs spécifiques ou êtes-vous généraliste? Alors, on a des recruteurs, en fait, qui sont spécialisés dans plein de domaines. On peut avoir Alain qui est dans la grande distribution, par exemple. Stéphane qui adore tout ce qui est transport logistique. Moi, j'aime bien les commerciaux. Puis, j'étais DRH dans le domaine de l'immobilier, la promotion immobilière et tout ce qui est défiscalisation, finance. Mais voilà, on a des recruteurs. Donc, le mieux, c'est de nous interroger. Et de toute façon, si on ne peut pas le faire, on n'ira pas parce qu'on veut à tout prix que tout recrutement soit réussi. Et on a un enjeu colossal aujourd'hui si on veut justement combler ce fossé entre les candidats et les entreprises et rendre ça fluide. Merci, Jérôme. Merci aussi pour la participation. Ça fait plaisir. Toutes les personnes qui s'en vont, je vous propose Sébastien Nauf. Hop, je vais mettre. Voilà, je vous mets mon numéro de portable. Vous l'avez compris, j'espère, je suis un méga passionné. On est dans le travail collaboratif pour de vrai.
On a des valeurs qui ont été travaillées pour de vrai. Et aujourd'hui, j'espère que vous entendrez de plus en plus parler de Me and My Boss parce qu'on a en ce moment pas mal de recruteurs qui veulent créer leur entreprise et qui rejoignent tout simplement l'enseigne Me and My Boss avec ce nouveau concept. Notre objectif, c'est vraiment de remettre de l'humain grâce au digital. Et je me ferai un plaisir de vous faire une démonstration. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Merci pour ce temps imparti encore une fois. Merci pour ces questions, merci pour ces échanges. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Hop là.